Bonjour à tous, bienvenue. Nous débuterons notre webinaire consacré à la réception d'une machine dans quelques instants. Mais avant, je vais commencer par vous donner quelques informations pratiques. Alors d'abord, comme vous pouvez le constater, vos micros et caméras sont coupés. Donc, si vous souhaitez poser des questions à notre intervenant, vous allez devoir utiliser le chat, ce qui vous permet aussi de signaler toute difficulté technique. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma collègue Lara qui va veiller au bon déroulement technique du webinaire. Je vais donc ensuite collecter toutes les questions qui seront posées via le chat et nous les reprendrons après l'intervention de Sébastien Parnet. Toutefois, si nous n'avions pas le temps de toutes les traiter, nous vous enverrons ensuite un document récapitulatif avec toutes les réponses dans les jours qui viennent. Le support de présentation vous sera aussi envoyé dans quelques jours, ainsi que le lien pour visionner le replay du webinaire. Enfin, avant de vous déconnecter, nous vous demanderons de répondre à un bref questionnaire de satisfaction et je vous remercie par avance pour votre retour. Voilà, donc on va attendre encore quelques secondes, on va dire. Je vois que les personnes entrent dans la salle virtuelle. Voilà, une personne encore arrive. Bon, ben, écoutez, il est 13h32. Nous allons commencer ce webinaire donc, dédié à la réception d'une machine. Pour rappel, ce webinaire est le deuxième d'une série de 4 consacrés à la réglementation des machines. Ces webinaires sont organisés dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network avec l'appui du CETIM pour les deux premiers, c'est-à-dire celui qui a eu lieu sur la notice au mois de mars, notice d'une machine, celui d'aujourd'hui, donc sur la réception de machines, et puis nous organisons les deux suivants avec l'appui de Bureau Veritas, c'est-à-dire celui qui portera sur les modifications d'une machine en mai et celui sur la cybersécurité des machines en juin. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà trouver les liens d'inscription sur le site internet de la CCI pour pouvoir vous inscrire à ces deux webinaires. Le sujet d'aujourd'hui concerne plus particulièrement les entreprises qui utilisent des machines et qui vont avoir des obligations lors de la réception d'une machine. La phase de réception, elle permet de vérifier la conformité de l'équipement à la directive machine et le respect du cahier des charges, le cas échéant. Une organisation et des processus seront donc à mettre en place pour mener à bien la réception, et ce sur 3 aspects différents. Les aspects administratifs, les aspects documentaires, notamment pour la notice, la déclaration de conformité et la partie marquage CE, et puis les aspects techniques au regard de l'analyse de risque et des exigences essentielles de santé et de sécurité. C'est donc Sébastien Parnet, qui est formateur et consultant en sécurité et conception des machines au CETIM, qui va maintenant nous détailler comment bien réceptionner une machine neuve. Une dernière peut-être précision avant de démarrer, vous pouvez poser toutes vos questions donc via le chat et nous y répondrons après son intervention. Voilà, Sébastien, je vais vous céder la parole et je reprendrai la parole dans environ 3 quarts d'heure. Très bien, merci Catherine. Donc bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire consacré à la réception d'une machine. J'ai 3 quarts d'heure pour vous faire découvrir la réception d'une machine. Et donc, je vous propose un sommaire qui est le suivant. Donc, désolé, on va commencer par quelque chose qui est pas très convivial, mais c'est le contexte réglementaire.
Parce que ce contexte réglementaire, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir réceptionner correctement une machine. Et après, on ira un peu plus en détail dans la directive machine pour savoir du point de vue fabricant et du point de vue utilisateur, qu'est-ce que vous devez faire. Ensuite, on va aller voir comment évaluer une conformité d'une machine et comment éviter les non-conformités surtout. Et à la fin, on vous présentera le dossier d'aide à la réception de la machine. Vous allez voir, donc c'est un document qui va pouvoir justement avoir tous les points que vous allez devoir regarder en tant qu'utilisateur de machine pour réceptionner correctement cette machine. Voilà. Et à la fin, on finira par les questions-réponses que vous avez pu envoyer. Alors, avant de commencer une petite présentation, donc Sébastien Parnet du CETIM, je suis effectivement formateur et consultant en sécurité des machines et j'ai plusieurs casquettes de mon point de vue. C'est que je fais aussi bien la formation et l'accompagnement sur le cahier des charges, l'analyse de risque, la notice d'instruction, le dossier technique, la réception de machines et les fiches de poste. En fait, on recouvre toute la partie conception pure et dure d'une machine. Par rapport à ça, voilà une petite présentation et maintenant on va aller rentrer dans le détail du contexte réglementaire. Alors, ce contexte réglementaire, tout part en fait de directives européennes. Et en fait, les directives européennes, ce sont des textes qui sont d'obligation, puisque c'est la loi. Vous devez respecter ces directives européennes vis-à-vis de la conception d'une machine. Et vous en avez plusieurs. Ce sont les directives de mise sur marché, celles qui nous intéressent. Et vous avez d'autres directives qui sont les directives réglementant les conditions de travail. Celles-ci nous intéressent un peu moins, mais vous allez voir que ça va un peu se rapprocher vis-à-vis de l'utilisateur employeur. Ce qu'il faut voir, c'est que la directive de mise sur le marché, on parle bien de directive pour les matériels qui est neuf, et on va faire par rapport à la nouvelle approche. Cette nouvelle approche, c'est quoi? C'est d'avoir une obligation de résultat par n'importe quel moyen. Donc un fabricant doit mettre une machine sur le marché conforme à la réglementation par n'importe quel moyen. Il a l'obligation de résultat. C'est ça qu'il faut voir. Après, vous avez les conditions de travail. Et les conditions de travail, là, c'est du côté employeur. Donc, l'employeur a des directives à respecter, aussi bien sur la responsabilité des employeurs, mais aussi des salariés. Et il va fixer aussi des mesures d'organisation. Et tout ça va découler par rapport au code du travail, qui va être les textes de référence qui vont bien. Par rapport à ça, vous avez effectivement la directive machine au jour d'aujourd'hui du côté fabricant qui est bien la 2642 CE, c'est celle qui fait foi, et c'est celle-ci qui doit être faite du début jusqu'à la fin pour pouvoir répondre vis-à-vis de la réglementation. Et vous avez de l'autre côté la directive de 1904 qui est la prescription minimale pour la sécurité et la santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail. Et là, vous, en tant qu'utilisateur, c'est vraiment cette directive-là qu'il va falloir aller regarder. Si on fait un petit focus sur la directive machine 2642 CE, vous avez une directive qui a un champ d'application énorme. Pourquoi? Parce que ça va traiter toutes les machines. Là, cette directive aussi va aller sur le principe d'intégration de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fabricant doit clairement suivre un processus pour réaliser cette machine vis-à-vis de l'analyse de risque, la notice d'instruction, la déclaration, le marquage, etc., etc. Et aussi va définir les acteurs, les rôles et les responsabilités, parce que suivant où vous allez vous placer, vous n'allez pas avoir les mêmes choses à réaliser, ainsi que les limites d'utilisation. Et ces limites d'utilisation, grosso modo, elles vont être aussi bien du point de vue fabricant qu'utilisateur. Donc, le texte de la directive machine 2642 CE est vraiment le texte primordial, soit du côté fabricant, soit du côté utilisateur. Donc, tout part de ce texte-là. Donc, le champ d'application, ce sont toutes les machines, effectivement, les équipements interchangeables, mais aussi les composants de sécurité, les accessoires de levage, et tout ce qui est chaîne, câble, sangle, ainsi que le dispositif amovible et les quasi-machines. Vous avez aussi le principe d'intégration de la sécurité. Le principe d'intégration de la sécurité, c'est quoi? C'est déjà identifier les phénomènes dangereux. Ces phénomènes dangereux vont découler par rapport aux limites de la machine. Ces limites de machine, vous devez clairement les définir avec le fabricant et vous en tant qu'utilisateur. Partant de là, les phénomènes dangereux qui vont apparaître, puisque l'opérateur va faire des tâches, et du coup ces tâches vont être clairement vis-à-vis d'un risque. Et ce risque-là, il va falloir l'estimer et l'évaluer. Donc c'est-à-dire qu'on va faire la cotation, et cette cotation va dire si c'est acceptable ou non acceptable par rapport à ce risque.
Par rapport à ça, le fabricant va mettre en place des solutions techniques et ou organisationnelles pour éliminer en priorité ce risque-là. En général, on ne peut pas éliminer le risque, mais on va surtout le réduire dans toute la mesure du possible. Et comme on l'a simplement réduit, il va falloir prendre des mesures de protection vis-à-vis de l'opérateur. Et là, on est côté plutôt utilisateur. Prendre en compte les EPI qu'on doit utiliser vis-à-vis du poste du travail, respecter les distances de sécurité, etc., etc. Et à la fin, on va devoir informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'inefficacité des mesures de protection. Et comme on est en processus itératif, donc l'itération, ça veut dire qu'en fait, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on recommence. Et ben, si les solutions ne sont pas possibles, on recommence parce que les limites n'ont pas été prises en compte correctement ou les phénomènes dangereux n'ont pas été pris en compte correctement. Et du coup, on repart au début. Ça, c'est le côté intégration de la sécurité. Et du coup, effectivement, vous avez vraiment une barrière entre les deux. Soit on est sur la conception et la mise sur le marché en tant que concepteur, fabricant, importateur, distributeur, mandataire, donc on met sur le marché le produit, soit on est du côté utilisateur, employeur, patron de la société, qui va employer des opérateurs qui vont utiliser cette machine-là. Et donc, par rapport à ces deux catégories, qui fait quoi? Le concepteur, c'est bien le créateur inventeur de l'objet technique. Et c'est celui qui va choisir les solutions techniques qui vont permettre à l'objet de remplir sa fonction. Le concepteur, donc côté mis sur le marché. Ensuite, vous avez le fabricant. Le fabricant, c'est toute personne physique ou morale qui conçoit et ou fabrique une machine ou une quasi-machine. Mais surtout, il est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine en son nom, sous sa propre marque ou pour son propre usage en vue de sa mise sur le marché. Distributeur, lui, il va acheter et revendre une machine dans la partie des mesures commerciales. Donc, il est simplement distributeur. Mais aussi, vous avez l'importateur. C'est toute personne physique ou morale qui établit dans la communauté, qui met sur le marché communautaire un produit en provenance d'un pays tiers. Importateur, comme les importateurs de voitures, c'est la même chose. Mandataire, c'est pareil. Vous avez le mandataire qui reçoit un mandat écrit pour pouvoir faire toutes les obligations réglementaires liées à la directive machine. Ça, c'est du côté fabricant mis sur le marché. Après, de l'autre côté, vous avez l'utilisateur employeur. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend toutes les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs soient appropriés au travail et permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de leurs utilisations. Donc, il doit garantir aussi que les travailleurs disposent d'informations et qu'ils reçoivent une formation sur l'utilisation des équipements. Du coup, vous avez clairement, vous en tant qu'utilisateur, des choses à faire vis-à-vis de cette réception de machine. Et donc, on retrouve bien les limites de la machine, puisque vous avez des contraintes vis-à-vis de ces limites et le fabricant aussi. Donc, les deux se retrouvent. Et dernière définition, les opérateurs. Les opérateurs, c'est là où les personnes chargées d'installer, faire fonctionner, régler, entretenir, nettoyer, dépanner, transporter une ou plusieurs machines. Et là, pareil, l'opérateur a des choses à faire vis-à-vis de cette réception. Les limites, il faut les connaître. C'est quoi? Vous en avez trois. Vous avez les limites d'utilisation. Donc, c'est l'utilisation normale de la machine. Donc, normal, c'est comment on doit utiliser correctement la machine, y compris les différents modes de fonctionnement, les phases d'utilisation et des procédures d'intervention des opérateurs. Mais il faut prendre en compte aussi le mauvais usage raisonnablement prévisible. C'est le cas où on va clairement regarder quelque chose qui n'est pas normal, mais qui va réellement se produire, parce que l'opérateur va le faire à sa manière. Et c'est comme ça que la plupart du temps arrivent les accidents. Vous avez la limite dans le temps, qui est la durée de vie prévisible de la machine et ou de certains de ses composants. Il faut prendre en compte la durée de vie de la machine proprement dit, mais aussi tout ce qui est entretien du point de vue maintenance préventive et curative. Et troisième limite, c'est l'espace. Vous avez besoin de savoir l'amplitude des mouvements, les exigences dimensionnelles pour l'installation et l'entretien de la machine. Et tout ce qui est IHM, donc interface homme-machine, ainsi que les interfaces machine-source d'énergie. Tout ça, bien sûr, dans le cycle de vie complet de la machine. Et vous devez partir de la construction à l'assemblage, le transport maritime, ferroviaire, aéronautique, etc., etc., mise en service proprement dit, l'installation de la machine, utilisation dont le mauvais usage raisonnablement prévisible,
avec tout ce qui est réglage, apprentissage, changement de fabrication, nettoyage, recherche de défauts, etc., etc., mais aussi la partie maintenance et curative et mise hors service. Lorsqu'on est du côté conception et mise sur le marché, donc là on est vraiment sur la partie mise sur le marché. Que doit faire le fabricant? Le fabricant, il doit faire par rapport à une machine une analyse de risque et d'intégration des ESS, donc les exigences essentielles de santé et de sécurité. Il doit aussi faire une notice d'instruction. Ces deux documents, analyse et notice d'instruction, vont aller dans un dossier technique. Et la synthèse de toute la démarche, c'est la déclaration de conformité. Et après, l'aboutissement, c'est le marquage CE proprement dit sur la machine. Toujours du côté mis sur le marché, vous avez des quasi-machines. On a la même chose, mais avec des mots différents. Vous avez analyse de risque et intégration de la sécurité ESS, appliquée satisfaite. Mais vous avez aussi la notice d'assemblage, qui permet d'assembler correctement une quasi-machine à une autre machine ou une autre quasi-machine. Tout ça va aller dans une documentation technique, qui est le regroupement de tous ces documents, et la synthèse, ça va être la déclaration d'incorporation, qui permet de dire voilà comment elle est conforme vis-à-vis de la réglementation. Et pas de marquage CE selon la directive machine pour cette quasi-machine, mais par rapport à d'autres quasi-machines, vous avez le logo CE. Ça, c'est du côté conception mise sur le marché. Et vous allez dire, mais moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous, en tant qu'utilisateur employeur, vous avez déjà toute la partie loi et la partie code du travail qu'il faut prendre en compte. Et vous allez appliquer la réglementation machine. Pourquoi? Parce que le texte 2006-42 CE est aussi bien basé sur la partie fabrication que la partie réception. Vous allez utiliser les mêmes outils que va faire le fabricant et par rapport à l'utilisateur. Et donc, code du travail qui va rentrer à l'intérieur. Et le code du travail, eh ben, vous avez plein de lois et plein d'articles qu'il va falloir prendre en compte. On ne va pas être dans le détail de ces articles parce que c'est pas ça le plus important, c'est simplement voilà, de vous dire que tout part du code du travail. Vous avez le 4311-1, vous avez le 4321-1, 4723-1, 4321-4 et 5, etc., qui va découler toutes les exigences que vous devez faire, vous, en tant qu'utilisateur de machine. Très rapidement, les codes du travail sont là pour vous donner les bonnes informations par rapport à l'utilisation des machines que vous allez recevoir. Ils vous donnent voilà, donc les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, réglage, la maintenance dans des conditions conformes à leur destination n'expose pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou à la sécurité et assure, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que l'environnement. Bref, ça veut dire que vous devez concevoir une machine du point de vue concepteur et fabricant pour pas blesser les utilisateurs, donc les opérateurs qui vont être vis-à-vis de cette machine. Vous avez aussi les moyens de protection par rapport aux opérations qui sont par rapport à la maintenance et des choses comme ça, c'est pareil, c'est prévu par le code du travail, on va aller très rapidement là-dessus. Pareil pour lorsqu'on reçoit des travailleurs, ben, il faut que les machines soient réglées, utilisées et maintenues pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Donc on retrouvera les mêmes informations dans la notice d'instruction, etc., etc. Si on conteste que la partie machine est pas bonne, vous avez le droit de dire ben, je refuse cette machine parce qu'elle n'est pas conforme à la réglementation en tant qu'utilisateur. Vous avez le droit aussi, l'obligation en tant qu'utilisateur de mettre à disposition les EPI qui sont appropriés au travail vis-à-vis de la notice d'instruction que vous avez reçue par rapport au fabricant. Petit rappel, les équipements de protection individuelle sont bien mis à titre gratuit et ne sont pas des avantages à nature. Voilà. Donc très rapidement sur la partie code du travail. Et en fait, le plus intéressant maintenant, c'est comment évaluer la conformité d'une machine. C'est ça qui est le plus important. Et donc, vous allez avoir effectivement du côté utilisateur certaines choses à prendre en compte. Et ces certaines choses à prendre en compte, c'est quoi? Eh ben, ce sont aussi bien l'évaluation à la conception pure et dure, mais aussi des aspects documentaires et des aspects techniques. On va aller voir un peu ça dans le détail.
Déjà, dans un premier temps, lorsque vous recevez une machine, vous devez avoir la déclaration de conformité. La déclaration de conformité, c'est quoi? C'est la synthèse qu'a fait le fabricant pour dire qu'il est conforme à la réglementation en vigueur, avec toutes les directives à laquelle la machine s'applique. Donc c'est en priorité la directive machine, mais vous avez aussi la basse tension, la CEM, la TEX, l'outdoor, etc., etc. Et du coup, ce petite synthèse va vous permettre de savoir déjà ce qu'il a travaillé sur les différentes directives. Dans le cas d'une machine, c'est une déclaration de conformité. Dans le cas d'une quasi-machine, c'est une déclaration d'incorporation. Et là, vous devez avoir effectivement les directives à laquelle la quasi-machine est soumise, mais avec surtout les ESS, donc les exigences essentielles de santé et de sécurité, qui ont été traitées et satisfaites. Et c'est là la grosse différence entre une quasi-machine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le listing des ESS qui ont été traités et satisfaites, contrairement à une machine où vous avez tous les ESS. Autre chose, vous avez l'analyse de risque, qui est une source d'information qui est très importante. Néanmoins, l'analyse de risque, c'est la propriété privée du fabricant, donc du concepteur. Du coup, vous ne pouvez pas l'avoir. Néanmoins, cette analyse de risque, elle est contenue un peu dans la notice d'instruction. Pourquoi? Parce que tous les risques résiduels vont aller directement dans cette notice d'instruction. Si effectivement la notice d'instruction est clairement faite avec l'analyse de risque, du coup vous allez retrouver ces informations-là. Donc, quelle est l'astuce que vous pouvez avoir par rapport à votre fabricant? C'est de participer en fait à l'analyse de risque avec le fabricant. Alors souvent, les gens disent oh là là, mais on peut pas, on n'a pas le droit. Si, vous avez parfaitement le droit. Et du coup, vous allez voir tout le travail qui a été fait en amont pour anticiper les dérives qu'il pourrait y avoir. Ou alors, deuxième solution, vous pouvez demander une analyse de risque simplifiée, simplement sur la phase de fonctionnement, avec les phénomènes dangereux qui ont été détectés et la solution qui a été mise en place derrière pour éviter justement ces phénomènes dangereux, donc associés à ces risques, et quelles ont été les solutions techniques et ou organisationnelles qui ont été mises en place sur cette machine. Ça, c'est une possibilité que vous avez. Autre point, la grosse source d'information que vous allez avoir, c'est la notice d'instruction. Pourquoi? Parce que la notice d'instruction est un document qui est clairement obligatoire vis-à-vis de la réception de la machine, puisque c'est le seul document contractuel que vous avez avec votre fournisseur de machine. Et donc, chaque machine doit être accompagnée de la notice d'instruction dans les langues officielles de la communauté européenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la notice d'instruction, elle est donc originale. Si le fabricant est français et que vous êtes une entreprise française, c'est une notice qui est en français, donc c'est l'original. Si par contre le produit est vendu dans un autre pays de la communauté européenne, c'est bien la notice française d'origine avec la traduction en italien pour la partie Italie. Du coup, c'est bien les deux que vous devez avoir. Sinon, c'est une non-conformité vis-à-vis de cette réception de machine. Donc ça, c'est la notice d'instruction. Et donc, la notice d'instruction, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un ensemble cohérent et fini d'informations qui est structuré. Donc déjà, vous devez avoir une structure. Elle doit être lisible par l'opérateur qui va avoir besoin de cette information pour un usage défini. Donc ça veut dire que vous allez clairement définir, voilà, ça c'est la partie maintenance, ça c'est la partie utilisation, ça c'est la partie entretien, etc., etc. Donc usage défini. Sur un support donné, ce support il peut être de n'importe quelle, on va dire matière. Ça peut être du papier, ça peut être un cloud, ça peut être une clé USB, ça peut être un serveur, etc., etc. Et pour un lecteur ciblé, vous allez clairement cibler l'opérateur qui va bien. Et effectivement, cette notice d'instruction est toujours mise à disposition de l'utilisateur pour pouvoir effectivement utiliser correctement et dans un usage normal cette machine. Ça, c'est la partie, on va dire, notice d'instruction. Mais aussi, vous avez le marquage CE. Le marquage CE, c'est quoi? Chaque machine doit apporter de manière visible, lisible et indélébile donc la plaque de marquage CE avec la raison sociale et l'adresse, la désignation de la machine, le logo CE qui va bien, la désignation de la série ou du type, le numéro de série et l'année de construction. Voilà. Donc ça, c'est la partie plaque de marquage CE. Attention, la plaque de marquage CE, c'est uniquement sur les machines.
la quasi-machine, il n'y a pas de CE vis-à-vis de la directive machine, mais par rapport à d'autres directives. Parce qu'il faut prendre en compte les autres directives qui s'y rattachent. Donc ça, c'est l'autre chose à voir. Et si on fait un petit comparatif entre la notice d'instruction et le dossier technique, on s'aperçoit que la notice d'instruction, c'est bien la langue officielle du pays d'utilisation, contrairement au dossier technique où là, c'est la langue du fabricant. Le propriétaire de la notice d'instruction, c'est bien l'utilisateur, donc c'est bien vous en tant qu'utilisateur. Et le dossier technique, c'est bien le fabricant qui est propriétaire. Obligation de la fournir, la notice d'instruction, bah oui, vous devez l'avoir. Ça, c'est une des preuves qui vous permet de voir si le produit a été conforme ou pas. Le dossier technique, non, il n'a pas le droit de vous le fournir, donc du coup, c'est bien sa propriété privée. Et vous devez conserver cette notice d'instruction à vie de la machine. Si vous jetez la machine, vous devez jeter cette notice d'instruction. Contrairement au dossier technique, où le fabricant a 10 ans pour garder son dossier technique et après il peut le jeter après la dernière machine mise sur le marché. Qui la conserve? Eh ben, c'est bien sûr c'est l'utilisateur, point de vue de notice d'instruction. Dossier technique, ben, c'est bien le fabricant, donc vous ne pouvez pas l'avoir. Et le contenu, c'est bien un ESS, donc les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive machine, qui est au paragraphe 1.7.4 de la notice d'instruction et qui est l'annexe 7 du dossier technique. Voilà pour le petit comparatif par rapport à ça. Et après, vous avez effectivement la partie technique. Et les aspects de la partie technique, vous allez voir, en fait, ce sont les ESS. Donc, ce sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qu'il faut prendre en compte. Du coup, on va faire quoi? Eh bien, on va prendre l'annexe 1 de la directive machine, comme a fait exactement le fabricant pour la concevoir, mais vous allez réceptionner cette machine avec tous les ESS qui vont bien. Et du coup, il va falloir prendre en compte les risques mécaniques, électriques, thermiques engendrés par le bruit, les vibrations, les rayonnements, les matériaux et produits, et le non-respect des principes ergonomiques. Donc ça, c'est pour les ESS, on va dire classiques, mais vous en avez d'autres. Par exemple, si vous achetez une machine agroalimentaire ou cosmétique et pharmaceutique, vous avez d'autres ESS à prendre en compte, comme les machines portatives, comme les machines à bois, comme les machines mobiles, comme les machines de levage, les travaux souterrains et les levages de personnes. Ces ESS, on va dire, mais comment on est capable de dire si c'est bon ou pas bon? Eh ben, on va effectivement vérifier les non-conformités évidentes, le champ d'application. Vous avez demandé en tant qu'utilisateur une machine, par exemple, pour abaisser la taille de l'herbe. Bon, eh ben, en face, est-ce qu'il vous a transmis une machine qui permet d'abaisser la taille de l'herbe, ce qui s'appelle une tondeuse à gazon, par exemple. Donc le champ d'application, c'est bien fait pour ça ou pas. Les procédures de certification, vous allez devoir si effectivement il a pris une auto-certification, si c'est un produit qui est c'est une machine classique, ou alors c'est un CE de type qui passe par un organisme notifié. Vous allez aussi avoir besoin de la notice d'instruction. C'est le document principal que vous allez avoir en votre possession. Après, le dossier technique, comme c'est sa propriété privée, ben, vous n'allez pas forcément avoir ce dossier-là. Donc, comment faire? Pareil pour la déclaration de conformité. Il peut vous dire qu'il est conforme à la directive machine, mais il n'a rien fait derrière. Donc, ce sont des conformités cachées. Pareil pour les non-conformités dissimulées. L'analyse de risque. Ben, l'analyse de risque, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Voilà, grosse question. Le marquage CE. Bon, bah, très bien. On voit des plaques de marquage CE un peu de partout, mais en fait, la plaque de marquage CE globale n'y est pas. Ainsi que les éléments de certification de conformité. Est-ce qu'il a utilisé des normes harmonisées de type ABC ou autres, etc., etc. Du coup, par rapport à tous ces points-là, eh ben, on va vous donner un dossier d'aide à la réception de la sécurité des machines. Et ce dossier d'aide va vous permettre de lever tous les loups qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de ça. Aussi bien du point de vue vérification documentaire que sur des exigences de portée générale, sur le système de commande, sur les risques mécaniques et les moyens de protection, les autres risques que mécaniques, l'entretien et aux informations. Et donc, ce dossier d'aide à la conception, je vais l'afficher. Donc, c'est un fichier Word que je vais vous présenter. Donc, ce fichier d'aide, grosso modo, c'est quoi? C'est un fichier qui a été fait par rapport à la directive machine et qui part justement par rapport aux deux décrets qui s'appellent 9341, qui est l'application pour la modification de machine. Mais en fait, tout va aller par rapport à la directive machine. Et du coup, vous allez retrouver, par rapport aux vérifications documentaires, les ESS, donc les exigences essentielles de sécurité à contrôler
et vous allez retrouver le numéro des ESS de la directive machine avec le pavé qu'il va falloir regarder. Par exemple, le marquage et déclaration de conformité. Vous avez donc l'équipement comporte une plaque avec le marquage CE de conformité correctement libellé. La type de vérification, c'est du visuel. Et l'examen, justification, commentaire, etc., et vous allez compléter avec le guide qui est ici. Il faut que chaque machine doit porter de manière visible, lisible, indélébile les indications minimales suivantes. Donc la raison sociale, la désignation, le marquage, la désignation de série ou du type, le numéro, l'année de construction, etc., etc. Pareil, du point de vue notice d'instruction, existe-t-il une notice d'instruction qui contient toutes les indications permettant d'utiliser la machine sans risque? C'est du visuel et on regarde tous les points par rapport au montage et montage par exemple, réglage, maintenance, entretien, sur les plans et schémas qui sont nécessaires à l'utilisation, est-ce que vous les avez? Tout ce qui est absence de contradiction entre la notice d'instruction et les autres documentations, sur le bruit, les conditions d'emploi, etc., etc. Et on va découler en fait tous les ESS proprement dit de la directive machine. Exemple, toujours pareil, principes généraux de rédaction de la notice d'instruction. Les principes sont respectés par rapport à une notice originale qui est faite par le fabricant ou le mandataire. Est-ce que c'est conforme ou non conforme? La traduction, non évaluée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traduction. S'il y en a une, il faut aller voir la traduction. L'usage normal, c'est quoi l'usage normal? Est-ce qu'il est clairement défini dans la notice d'instruction? Et le mauvais usage raisonnablement prévisible, comme le niveau de formation. Est-ce qu'il y a un niveau de formation qui est requis par rapport à cette machine ou pas? Pareil, sur le contenu de la notice d'instruction, comment elle est structurée? Est-ce qu'on a bien la raison sociale de la notice? Est-ce qu'on a la copie de la déclaration CE? Est-ce qu'on a le poste de travail? Est-ce qu'on a les vérifications de l'usage normal? Les instructions de montage, d'installation, de raccordement, etc., etc. Ça, c'est la partie, on va dire, notice. Après, vous avez, donc je vais un peu plus vite, les documentations commerciaux. Est-ce que vous avez une documentation commerciale vis-à-vis de ça, puisque c'est un ESS de la directive machine qu'il faut prendre en compte, etc., etc. Et ensuite, vous avez les vérifications et les exigences de portée générale. Et là, on retrouve les ESS avec les matériaux et produits. C'est du visuel, mais aussi c'est marqué sur la machine et sur la notice d'instruction, etc., etc. L'éclairage, pareil, l'éclairage incorporé est-il fourni est-il suffisant? C'est toujours du visuel. L'utilisation normale de la machine, les opérations de production, réglage, maintenance, est-ce que ça nécessite un éclairage incorporé? Oui ou non? Et en fait, toute cette démarche-là, c'est une sorte d'analyse de réception de la machine en disant voilà, j'ai vu qu'il y a un ESS qui s'appelle éclairage. Est-ce que c'est conforme par rapport à ce qu'on m'a transmis vis-à-vis soit de la notice, soit de l'aspect purement contractuel vis-à-vis de la machine? Est-ce qu'on voit l'éclairage? Est-ce qu'il fonctionne? Etc., etc. Et en plus, on vous donne des différentes informations, si c'est par exemple par rapport au luxe, si c'est des pièces moyennes, des petites pièces, des travails d'IDICA entre 1500 et 2000 lux, etc., etc. Et du coup, vous allez dérouler tout ce document. Donc, vous allez voir quand même, il est quand même assez, il contient 22 pages, mais ces 22 pages vont s'incrémenter puisque vous allez à chaque fois justifier et faire des commentaires et des remarques pour effectivement remonter l'information au fabricant pour savoir si effectivement par rapport à ce point-là de la directive machine, il a répondu ou pas concernant cette conception. Et vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur, vous avez checké, oui c'est bon, non c'est pas bon, là il y a des problèmes, là il n'y a pas de problème, etc., etc. Donc grosso modo, c'est en sorte une sorte de cahier des charges, si vous voulez, qui permet de définir ce que vous avez reçu. Attention, ce n'est pas un cahier des charges proprement dit fonctionnel que vous avez dû normalement faire avec votre fabricant de machine, puisque le cahier des charges fonctionnel, il est là bien par rapport à un besoin. Vous avez réellement avoir un besoin et lui va vous apporter une solution technique. Là, on n'est pas sur le besoin. Vous avez reçu quelque chose et savoir si ce que vous avez reçu est conforme à la réglementation et deux, est-ce que vous avez encore besoin par rapport à cette utilisation de la machine. Et on va parler bien sûr, par rapport à ça, l'ergonomie, qui est un point important, le poste de travail. On va regarder le siège. Est-ce que le siège est mis ou pas par rapport au poste de travail? Vous avez après toute la partie système de commande. Et là, on rentre dans les normes qui est l'ISO 13849, qui est du calcul du PL,
et le niveau de performance des fonctions de sécurité. On va aller clairement voir si le pay a été calculé, si les organes de service sont clairement visibles et quand on appuie sur le bouton monter, la machine va bien monter, et quand on appuie sur le bouton baisser, est-ce que ça baisse bien, etc., etc. On va faire vraiment des vérifications purement sur le pupitre de commande pour voir si ça correspond bien à la demande que vous avez faite. Donc, organe de service, vous avez la mise en marche, eh ben, vous mettez la machine en marche, est-ce que ça fonctionne correctement, est-ce que ça a été bien mis en place, etc., etc. Si le cycle de démarrage fonctionne bien par rapport à ce que vous avez demandé, toute la partie sécurité aussi, l'arrêt normal, l'arrêt pour des raisons de service, l'arrêt d'urgence, est-ce que l'arrêt d'urgence est clairement fonctionnel et en cas d'urgence proprement dit, etc., etc. Vous avez l'ensemble de machines, si c'est plusieurs machines mis bout à bout. Vous avez les sélections de mode de commande et de fonctionnement. Vous avez la défaillance de l'alimentation en énergie. Donc là, il faut aller regarder les schémas pour savoir si effectivement, techniquement, vous avez le maintien des énergies ou pas, etc., etc. Vous avez la vérification au risque mécanique. Donc on retrouve les ESS mécaniques, électriques, engendrés par le bruit, etc., etc., et les moyens de protection. Donc là, on est sur la partie mécanique, risque de perte de stabilité, risque de rupture en service, risque dû aux chutes aux éjections d'objets, risque aux arêtes et aux angles, risque dû aux machines combinées, les risques dus aux variations et les conditions de fonctionnement, etc., etc. Et là, regardez, par exemple, c'est du fonctionnel. Il faut vraiment aller le choix de la vitesse, il faut vraiment modifier le fonctionnement de la machine par l'opérateur. Est-ce que l'opérateur, lorsqu'il fait ça, c'est bon ou pas bon, etc., etc. Donc, avec l'avis de l'opérateur à chaque fois. Pareil, sur les risques des éléments mobiles, les protecteurs fixes, est-ce que c'est bien un protecteur fixe qui est démontable que par des outils, est-ce que les vis sont imperdables, etc., etc. Et du coup, vous allez réellement démonter ce protecteur, voir si effectivement il est fixe, bah, vous allez le démonter et regarder si vraiment ça protège bien les éléments mobiles derrière. Et si c'est un protecteur mobile, il faut bien, quand vous ouvrez le protecteur, que la machine s'arrête vis-à-vis du risque qu'il y a en face par rapport à ce protecteur. Ensuite, vous avez voilà, donc on va passer un peu plus loin. Les autres risques que mécaniques, bah, vous avez l'alimentation en énergie électrique, vous avez l'électricité statique, vous avez l'alimentation en énergie haute qu'électrique, les erreurs de montage, les températures, etc., etc. L'incendie, le bruit, les vibrations, les rayonnements, les émissions de matières et substances dangereuses. Vous avez quoi? La foudre, pareil. Est-ce que les équipements sont à la présence de parafoudre ou pas, etc., etc. On a aussi la vérification relative à l'entretien, donc toute la partie entretien de la machine, entretien au poste de travail et au point d'intervention. La séparation de la machine et ses sources d'énergie. Est-ce qu'ils ont un sectionneur, par exemple, etc., etc. L'intervention de l'opérateur, quel endroit l'opérateur a le droit d'aller ou pas le droit d'aller, le nettoyage des parties intérieures, etc., etc. Et vous avez les vérifications des informations. Donc vous avez tout ce qui est avertissement et dispositif d'alerte sur la machine, mais aussi les avertissements sur les risques résiduels. Donc c'est tout ce qui est pictogramme qui vous permet de dire, bah voilà, là j'ai vu qu'il y avait un risque résiduel. Est-ce que ce risque résiduel, il est clairement défini vis-à-vis de la notice d'instruction, mais aussi sur la machine proprement dite. Voilà, donc ce document donc de 22 pages va s'incrémenter à chaque fois que vous allez le remplir et vous allez devoir faire vraiment tous les ESS pour définir si tout a été pris en compte ou pas. Avec les contraintes que vous avez vues tout à l'heure, il y a des choses qui appartiennent clairement au fabricant, donc du coup vous ne pourrez pas redemander ces informations, mais voilà, en posant ces questions, il est capable de vous répondre pour savoir s'il a fait la démarche ou pas. Voilà pour ça. Et j'en ai juste terminé, je crois que je suis pile poil à l'heure avant de poser les questions. Par rapport à ça, vous avez effectivement des formations qui peuvent vous aider sur, par exemple, le cahier des charges, sur les règles applicables aux machines neuves et d'occasion. Vous avez l'analyse de risque, les conceptions du circuit de commande, l'ergonomie au poste de travail, rédiger la notice d'instruction, rédiger les fiches de poste et réception d'une machine,
comme on a vu là, mais bien sûr, on va beaucoup plus loin par rapport à ça, puisque là, on a très peu de temps, on va dire. Pareil, on a des ouvrages CETIM qui vous permettent de vous accompagner par rapport à tout ça. Donc, on a deux bouquins sur la conception des machines proprement dit, un sur l'analyse de risque. On a le logiciel Systema sur le calcul du PL qui est émis par le CETIM. Donc, du coup, l'utilisation de ce système, on connaît bien et on peut vous accompagner là-dessus, comme l'ergonomie et comme la notice d'instruction. Et vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, Facebook, Twitter et les différentes réseaux sociaux comme LinkedIn, voilà, qui va bien. Et j'en ai terminé pour cette présentation et même je crois que j'ai 5 minutes d'avance. Très bien, merci, merci Sébastien. Donc, on va passer à la séance effectivement des questions. N'hésitez pas, hein, pour le moment, il y en a assez peu, quelques-unes quand même. Alors, la première, c'est existe-t-il un support de vérification agréé vous nous avez montré ce document Word, mais est-ce qu'on a quelque chose de plus officiel, on va dire? Alors non, il n'y a pas de document officiel. En fait, nous, c'est ce document, c'est nous qui l'avons fait et on l'a mis en forme pour pouvoir aider justement les entreprises qui vont réceptionner ces machines. Mais il n'y a pas de trame officielle. C'est comme les trames d'analyse de risque ou les trames de notice d'instruction. Il n'y a pas de trame officielle. Vous avez des grandes lignes, mais après, c'est à mettre à la forme de la société, effectivement, et mettre à la forme comme vous pensez le faire. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est plutôt du Word, de l'Excel? Après, c'est libre cours par rapport à votre société. Et effectivement, il faut l'adapter à chaque cas de figure, finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il sera possible d'envoyer ce document ou Oui. c'est un document Non, non, interne possible? Vous allez pas du pouvoir tout. nous le Voilà, transférer. effectivement. Je vous transfère Parfait. le fichier Word avec la présentation qui est utilisable et modifiable à souhait. Du coup, c'est vraiment un guide. C'est une aide proprement dite pour la réception de la machine. D'accord. Très bien. Donc, on le fera suivre effectivement avec votre présentation PowerPoint. On le joindra. On la joindra. Autre question, comment on peut bien réaliser donc un cahier des charges? Est-ce qu'il y a bon, vous venez de nous l'expliquer finalement, mais est-ce qu'il y a une méthodologie Oui. un peu précise qu'on Alors, pourrait adopter? alors, ce qu'il faut voir, c'est que le cahier des charges, effectivement, c'est plutôt un cahier des charges pour concevoir, on va dire, une machine, mais non pas sur la réception de machine. La réception de machine, vous avez vu qu'en fait, c'est les mêmes ESS du point de vue fabricant que utilisateur. Néanmoins, le tableau que je vous ai présenté avec donc le fichier Word, ça fait un peu partie du cahier des charges, du fait que vous allez demander que vous allez regarder donc la notice d'instruction, vous allez regarder tel point, tel point, tel point, ça fait un peu cette sorte de cahier des charges. Un cahier des charges fonctionnel, en fait, c'est plutôt en amont de la conception de la machine. Et il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc, il y a le QQOCP, donc c'est le quoi, comment, pourquoi, comment, etc., etc. Mais vous avez aussi les méthodes APT qui existent avec la bêta corne. En fait, la bêta corne, c'est quoi? C'est vous avez un besoin, par exemple, vous voulez abaisser la taille de l'herbe. Moi, c'est mon exemple que je fais au fur et à mesure des formations. Vous avez besoin d'abaisser la taille de l'herbe. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un utilisateur, vous avez la machine que vous avez créée et vous avez l'herbe. Le but du jeu, c'est de créer un ensemble, donc une bête à cornes, qui va permettre de couper cette herbe-là, donc ce qu'on appelle une tondeuse à gazon. Dans le but, c'est d'entretenir le gazon. Et donc cette bête à cornes, c'est une méthode apte qu'on appelle, qui définit justement les besoins qu'a un utilisateur vis-à-vis d'un fabricant. Et le fabricant, en face, lui, il va proposer des solutions techniques et organisationnelles pour pouvoir mettre en place cette machine. Et en fait, les deux vont se confondre en disant, voilà, moi j'ai besoin d'abaisser la taille de l'herbe de 1 mm jusqu'à 100 mm. Très bien, donc ça c'est mon besoin. Et en face, je vais prendre en compte ce qu'a pris le fabricant. Donc grosso modo, le fabricant il va dire, moi je suis capable de faire de 3 mm à 10 mm. Et après, c'est un consensus. Parce que entre le besoin et la réalité, souvent, c'est pas la même chose.
Du coup, vous avez un consensus à avoir et ce qui a des charges va évoluer. Et comme le fabricant va fabriquer vis-à-vis de toute la démarche, analyse de risque, notice d'instruction, dossier technique, marquage CE et déclaration, et ben, l'analyse de risque, qui va être le pivot par rapport à ça, va clairement définir, voilà, j'ai un risque de coupure, ben, comment je vais protéger ce risque de coupure. Et ce risque de coupure, ben, j'ai mis un carter, très bien, donc je l'ai minimisé, et je vais dire attention à mon utilisateur, donc on revient à l'utilisateur, là il y a un risque de coupure, donc j'ai mis un pictogramme. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez regarder ce pictogramme, pourquoi il l'a mis et à quoi il sert. Et oui, effectivement, il y avait un risque de coupure, il n'a pas pu le supprimer, donc il l'a simplement minimisé, donc il m'a informé sur la machine et sur la notice d'instruction, comme quoi le produit était, enfin le risque était minimisé. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple simplifié d'un PV de réception, nous demande Christophe. On en a, oui. C'est le tableau que je vous ai présenté. En fait, nous, quand on fait la démarche justement comme un bureau de contrôle, dont je tairai les noms, bah, grosso modo, c'est la même démarche. On prend ce tableau-là et on vient checker si c'est bon ou pas bon par rapport à ça. Donc, c'est le tableau que je vous ai présenté. D'accord. Alors, qu'est-ce qui définit une machine, nous demande Eugénie. Est-ce que, par exemple, un photocopieur, un ordinateur, un appareil de radiographie, est-ce que ce sont des machines? Alors, une machine, c'est défini dans la directive machine où en fait c'est un élément de pièce qui est mis ensemble, qui est mu hors la force humaine en fait. Donc la force humaine est exclue et qui a surtout une application définie et qui a un élément mobile à l'intérieur. Donc c'est la directive machine définit toutes les machines, mais il y a des exclusions. Et ces exclusions, il y en a énormément. Et donc, si vous parlez de photocopieur, bah, ce n'est pas une machine, puisque c'est exclu de la directive machine. Vous avez dit quoi après photocopieur? Vous avez dit Ordinateur, appareil ordinateur, c'est exclu aussi. Pardon, j'ai pas compris. de radiographie. Appareil de radiographie, non, je dirais que c'est exclu. C'est exclu. Après, il faut voir s'il y a du mouvement, si c'est considéré comme une machine. Après, si c'est l'homme qui fait le mouvement, c'est exclu. Est-ce qu'un appareil qui contient un ventilateur et il y a du ventilateur par exemple s'il y a il y a un mouvement. Oui. Donc Alors, tout ce qui est ventilateur, tout ce qui est, on va dire, refroidisseur, des choses comme ça, il y a, comment je pourrais dire, il y a des exclusions qui existent. Et ça, c'est plutôt la partie, on va dire, euh, plutôt syndicat justement des moteurs et des ventilateurs. En fait, je dirais, chaque entreprise a des syndicats et ces syndicats ont pris des positions spécifiques par rapport à dire si c'est une machine ou pas. Donc là, c'est un peu compliqué à répondre du fait qu'il y a entre guillemets, il y a du lobbying par rapport à ça, et on ne peut pas trop juger un ventilateur en fait si c'est une machine ou une quasi-machine. Et là, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il faut se rapprocher auprès des syndicats professionnels, type FIM, type UMM, etc., qui eux ont les positions prises par les différents fabricants de ventilateurs, de pompes, de motopompes, de groupes motopompes, etc. Donc du coup, c'est assez spécifique. Donc là-dessus, je ne pourrais pas trop répondre. d'accord, ok. Simon nous dit comment gérer la conformité lorsque l'utilisateur modifie ou adapte une machine CE en interne. Alors, la réception de la machine, c'est vous réceptionnez une machine neuve. Donc du coup, vous êtes propriétaire de cette machine et du coup, vous devez l'utiliser comme elle est à l'instant où vous la réceptionnez. C'est-à-dire que vous avez une machine, c'est une image, cette image, elle ne bouge pas, vous allez l'utiliser simplement. Elle est conforme à la réglementation, puisque vous l'avez acceptée, tout va bien. Du moment où vous la modifiez, vous devenez fabricant de cette modification, que vous le vouliez ou non. Comme vous êtes considéré comme fabricant de cette modification, vous avez à faire l'analyse de risque de la modification, pour savoir si vous ne faites pas de bêtises ou pas. Vous devez faire la notice d'instruction de la modification
un dossier technique de modification et ne surtout pas remettre CE et ne pas faire de déclaration de conformité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a Je, pas de mise sur le marché. Et du coup, la machine reste conforme de l'ensemble. Il n'y a pas d'exclusion de conformité et il n'y a pas de reconformité à faire. alors, si je puis me permettre, c'est le thème qu'on va aborder au mois de mai C'est ça. lors du prochain webinaire. Hein. C'est Moi, je vous ça. conseille de vous inscrire parce que c'est vraiment le sujet qu'on va traiter le 27 mai. Et pour terminer, le marquage CE d'une machine ne tombe pas si vous modifiez la machine. C'est ça qu'il faut voir. Elle est telle qu'elle, elle est sur le marché, elle y est, c'est une machine mise en service. Du coup, il n'y a plus rien à faire en fait. Alors, Gérard nous demande comment vérifier la prise en compte des exigences de fabrication suivant la norme NFEN 1090. Cette norme, c'est une norme, il me semble, sur tout ce qui est construction métallique, non? Il me semble. Je la connais La pas. Alors, 1090. ouais, je la connais pas forcément, je les connais pas tous forcément, mais ça c'est pas un souci. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait la loi, c'est la, c'est la directive. Donc vous devez respecter la directive, et donc cette directive, vous devez clairement la respecter. Pour pouvoir vous aider dans cette élaboration de conception de machine, vous allez utiliser des normes harmonisées. Et ces normes harmonisées sont là pour donner présomption de conformité à la directive machine, à la directive à laquelle elle se rattache, dont la directive machine. Et en fait, les normes harmonisées, ce sont des normes avec des annexes ZA ou ZB qui disent, voilà, cette norme, si vous utilisez cette norme-là avec tel paragraphe, vous donnez présomption de conformité à la directive machine. Du coup, c'est des normes qui aident à la conception purement de la machine, mais c'est d'application volontaire. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas une obligation réglementaire de les utiliser. Vous pouvez faire appel à d'autres normes, guides ou interprétations que vous voulez, mais par contre, voilà, si elles sont là, c'est quand même pour vous aider. Oui, Gérard nous précise, c'est effectivement une norme qui concerne les charpentes métalliques. Donc là, je ne vois pas bien le rapport avec notre directive machine. Alors, Euh, c'est du une marquage norme CE. Voilà, c'est du bah, marquage CE des par rapport à produits la de norme. construction. C'est Voilà, une c'est ce que je veux dire. norme qui C'est la règle. intervient dans le cadre du marquage CE des produits de construction. Tout à fait. Et pas du tout, à mon sens, elle ne concerne pas les machines. Non, c'est carrément exclu et du coup, c'est la directive produit de la construction qui est pris en compte, donc la Ouais. DPC, et c'est la 305-2011, donc le règlement 305-2011 Voilà, qui inclut toute la structure métallique. Tout à fait. c'est ça. C'est ça. Autre question de Damien, vous parlez de la norme CE, mais doit-on avoir obligatoirement la norme CB pour la vente dans certains pays? Alors, je ne connais pas la norme CB. Alors déjà, la norme CE n'existe pas. Ça, Ah, faut le c'est savoir. La norme CE n'existe pas. C'est pas la norme qui donne le marquage CE. C'est bien la directive européenne qui donne le marquage CE. Donc du coup, dans CE, il faut exclure ce mot-là, ça n'existe pas. Dans le cadre de la directive machine, je parle. Après, la norme CB, je crois alors, si vous parlez de la partie euh, anglaise, donc la partie Royaume-Uni, ils ont un UK, mais pas un CE, enfin, je sais pas. Là, non, je connais pas. C'est Si Damien, vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez par norme CB, merci. Alors, entre-temps, ben, je vais prendre une autre question. Simon nous dit, la visite initiale d'un contrôleur technique est-elle obligatoire après la réception d'une machine CE ou peut-on vérifier la conformité nous-mêmes? alors. Le seul responsable de la fabrication, c'est le fabricant qui met sur le marché. Il met à disposition d'un utilisateur. Et l'utilisateur doit réceptionner cette machine, donc va faire une réception de machine. Et l'utilisateur employeur est le seul responsable de la réception de cette machine. Vous pouvez faire appel à des bureaux de contrôle, pas de souci, mais il n'y a aucune obligation réglementaire. D'accord, ok.
Patricia nous dit, pour les machines qui sont mises sur le marché en dehors de l'espace économique européen et puis qui sont ensuite importées, que devient le fabricant? L'importateur qui veut utiliser cet équipement ou le vendre, doit-il apposer un nouveau certificat CE? Alors, il y a plusieurs questions. Vous vendez en dehors de l'Union européenne. Donc, un fabricant met sur le marché en dehors de l'Union européenne. La machine doit être conforme à la réglementation du pays en vigueur. Donc là-dessus, si c'est l'Inde, bah, c'est la loi indienne qui fait foi. Si c'est, j'en sais rien, les États-Unis, bah, ce sont les lois des États-Unis avec les UL qui font foi. Bon, là-dessus, tout va bien. Donc vous vendez une machine, elle est neuve, elle part à l'étranger. Si cette même machine revient sur le territoire européen, elle est considérée comme neuve. Pourquoi? Parce qu'il y a la douane, tout simplement. Et tous les produits qui rentrent en Europe doivent être conformes à la réglementation en vigueur au moment où elle rentre. Donc même si la machine est d'occasion et qui est vieille, qui date de 1912 par exemple, ça arrive sur le marché européen, elle est considérée comme neuve. Donc du coup, il faut faire toute la démarche du point de vue fabricant. Donc analyse de risque, notice d'instruction, dossier technique, déclaration et marquage CE. Très bien. Alors, j'ai une précision pour le CB. Thierry nous dit c'est ça veut dire Certification Body ou OC en anglais, et c'est une manière de faire des essais permettant d'obtenir une marque dans 56 pays du monde. Mais il nous dit qu'il n'est pas sûr que ça s'applique aux machines. Alors, effectivement, l'utilisation des organismes notifiés, parce que là, c'est le Notify Body, ce qu'on appelle, donc c'est pour certains produits. Et la directive machine exclut justement les organismes notifiés. C'est simplement l'annexe 4 de la directive machine, avec certaines machines qui vont passer justement un essai de type initial, voilà, et un CA de type pour dire si le produit est conforme ou pas. Mais 99%, on va dire, 95-99% des machines, c'est bien l'auto-certification pour l'Union européenne. Après, effectivement, il y a des organismes notifiés qui permettent de faire cette démarche-là pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et mondiaux, parce que maintenant c'est mondial, pour avoir cette certification qui existe. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors, Thierry nous dit CB et NB, donc Notify Body, ce n'est pas la même chose. Alors, je ne sais pas. Le Notify Body, donc les organismes notifiés, c'est en fait l'organisme qui a été choisi par le ministère du pays qui va bien pour dire qu'il a les compétences Oui, tout humaines, à fait, ce sont les OM, etc., oui. pour donner la certification aux machines. Après, l'autre, je connais pas trop. Je connais pas trop C'est ça. peut-être pas applicable à la machine, puisque a priori, Thierry nous dit que ce n'est pas applicable aux machines. Ok. Ensuite, j'ai une autre question. On va bientôt terminer. Alors, je regarde. Voilà, une autre question. Quel risque prend-on si on ne fait pas cette réception et si on ne fait pas totalement confiance aux fabricants, nous demande Cathy. Alors, l'utilisateur employeur doit réceptionner cette machine. En fait, c'est le code du travail qui clairement le définit. Si vous ne faites pas, bah, grosso modo, vous allez utiliser une machine sans lire la notice, sans mettre en place des solutions organisationnelles, etc., etc. Et ben, grosso modo, l'employeur peut être jugé et dire, bah voilà, il y a eu un accident sur cette machine parce qu'il n'a pas mis la partie organisationnelle, il n'a pas lu la notice, il n'a pas protégé ses opérateurs par rapport à cette machine-là. Donc, vous pouvez être condamné, alors quand je dis vous, c'est l'employeur, peut être condamné à ne pas faire cette démarche-là. Après, vous ne la faites pas, vous prenez un risque, entre guillemets. C'est quel risque vous prenez si vous ne faites pas cette démarche-là? C'est comme une analyse de risque. Vous faites une analyse de risque. Si vous ne la faites pas, eh ben, vous prenez des risques derrière, tout simplement. Je pense qu'il peut y avoir effectivement des condamnations à la fois au civil, au pénal, hein, éventuellement, Bien sûr, peut-être. bien sûr. Parce que effectivement, l'accident de travail dit pénal en priorité et après civil s'il y a si la personne est mariée avec des enfants, etc., etc. Totalement.
Ensuite, Simon nous dit « Une conception intégralement réalisée en interne pour un usage exclusivement interne doit-il pouvoir être éligible au marquage CE ?» C'est la même chose. Que vous fabriquez une machine pour votre propre usage ou pour un autre, enfin pour un client en dehors de la société, c'est la même démarche. Vous avez la casquette fabricant et vous avez la casquette utilisateur. Donc du coup, c'est la même démarche. Voilà, mais en tous les cas, la machine devra être marquée CE, même si elle est utilisée en interne en quelque sorte. Tout à fait. Patricia nous demande des renseignements sur la certification UK au 1er janvier 2021. Est-ce que vous connaissez des organismes relais du CETIM au UK pour une certification marquage UK sur la base de la directive machine? Alors effectivement, avec le Brexit, ouais. bon, je pense que ça va arriver de plus en plus, ce genre de questions. Alors, oui, on a des informations par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un nouveau marquage qui est apparu vis-à-vis du Royaume-Uni, donc c'est du UK qui existe. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos pour réellement comment ça se passe du point de vue organisationnel et clairement technique, on va dire. C'est encore un peu flou, même eux, au Royaume-Uni, ils ne savent pas trop comment faire. On commence à avoir, nous, des contacts avec les Royaumes-Unis, mais c'est très compliqué. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre, mais grosso modo, je pense qu'avant la fin d'année, on aura quand même plus d'informations à transmettre. Mais pour l'instant, c'est un peu flou, on va dire. De toute façon, je crois que le marquage CE est encore, on va dire, reconnu jusqu'à la fin de l'année, mais il me semble c'est pour ça que je vous dis jusqu'à la fin d'année, parce que là, il y a encore ce qu'on appelle la période de transition. En fait, entre une nouvelle loi et l'ancienne loi, il y a toujours une période de transition qui dure en général 1 an, mais peut-être qu'il sera repoussé. Donc du coup, on ne sait pas trop si ça sera repoussé ou pas. Et vous n'avez pas, vous, au niveau du CETIM, des partenaires, vous nouez pas des partenariats avec des organismes UK pour l'avenir? On est en train justement. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu trop tôt, on va dire. Alors effectivement, Thierry nous dit, il y a sur les sites anglais, il y a des sites anglais qui décrivent les méthodes effectivement directive par directive. Il y a un certain nombre. Alors là, sur ces aspects-là, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter ma collègue Elisabeth Ducomet, qui est donc à la CCI et qui est juriste et qui est en charge notamment des réglementations produits en dehors de l'Union européenne. Elle peut vous accompagner sur ces nouveautés liées au Brexit. Voilà, je crois que on a fait le tour des questions principales. Écoutez, une dernière question. Allez, il est 33, alors on prend la dernière. Donc, Marc, quels sont les documents exigibles auprès d'un revendeur de machines qui n'est pas le fabricant dans le cas d'une acquisition d'une machine venant de l'UE ou alors venant de l'extérieur de l'UE? Alors, extérieur de l'UE, c'est considéré comme neuf. Donc du coup, vous devez tout avoir. L'importateur doit tout avoir pour pouvoir faire entrer le produit. Voilà, donc là-dessus, ça c'est simple. Déclaration, notice, analyse, dossier technique, etc., pour prouver que toute la démarche a été faite. Lorsque vous achetez une machine d'occasion dans l'Union européenne, vous allez avoir la notice d'instruction, vous allez avoir la déclaration CE d'origine et vous allez avoir la plaque de marquage CE qui est dessus, tout simplement. Il n'y a pas de chose à faire. Par contre, attention à bien demander si la machine a été modifiée. Et si elle a été modifiée, vous devez avoir l'analyse de risque de la modification, la notice d'instruction de la modification et le dossier technique de la modification. Alors, allez, on en prend une dernière, celle de Rémi. Le marquage fabriqué donc, en Europe est souvent un moyen utilisé par des producteurs aux yeux asiatiques pour les voir conditionnés en Europe et ainsi leurrer le client quant à l'origine. Voilà, c'est une remarque plus qu'une question de la part de Rémi.
Je ne répondrai pas. Voilà, il n'y a pas de réponse à avoir Voilà. à ce sujet. Ok, bon, bah écoutez, on va s'en tenir là. Oui, il est 14h34. Je vous remercie, Sébastien, pour votre présentation qui est vraiment très utile. On reste tous les deux à votre disposition. Donc, si vous souhaitez nous recontacter, vous aurez nos coordonnées dans la présentation PowerPoint qu'on va vous envoyer dans les prochains jours. On vous enverra aussi le lien pour revisionner le webinaire si vous le souhaitez. On vous enverra bien sûr dans la présentation PowerPoint et le document Word. Et puis, je vous remercie donc de bien vouloir répondre au questionnaire d'évaluation de la réunion avant de nous quitter. Et enfin, je vous rappelle notre prochain webinaire le 27 mai avec 3 experts de Bureau Veritas cette fois-ci sur le thème des modifications d'une machine. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à partir du site de la CCI si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.